Boker Tov, nous continuons ce matin notre étude de Maseret Shabbat, du traité Shabbat, et nous commençons ce matin la Mishnah numéro 9, Mishnah Tête, que nous allons commencer à lire et ensuite que nous allons expliquer. Alors, que nous dit la Mishnah? Alors, Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel a dit Noagim Hayu Bet Abba. Et on avait l'habitude dans la maison de papa, de mon père, שהיו נותנים כלי לבן לכובס נוכרי 3 ימים קודם לשבת. On avait l'habitude, dans la maison de mon père, de donner les habits blancs à un blanchisseur non juif 3 jours avant le Shabbat. Premier sujet. Veshavin elu va elu, et les deux sont d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel, chez Toranim Korot Bet Abad, qu'on a le droit de poser et de porter les planches du pressoir d'olive et du pressoir de raisin et de les positionner avant Shabbat. Donc là, j'ai lu la Mishnah sans trop rentrer dans les détails et j'imagine bien qu'en fait, il y a énormément de détails évidemment, à travailler parce que la Mishnah, en fait, n'est pas très très claire. Alors, recommençons et prenons la Mishnah. Tout d'abord, de quoi parle la Mishnah? C'est très important quand on étudie la Mishnah, eh bien, de définir le sujet de la Mishnah. Ça nous permet ensuite de la comparer aux Mishnayot d'avant. Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il y a des éléments supplémentaires? Ou alors, au contraire, on a des choses à enlever? Ou également la comparer à la Mishnayot, aux Mishnayot d'après. Et ça nous permet également, après, en fin de chapitre, eh bien, de donner un nom au chapitre. C'est très important de pouvoir donner un nom conceptuel au chapitre, de savoir de quoi ce chapitre a parlé, parce que certaines fois, les structures de la Mishnah nous enseignent énormément sur le contenu de la Mishnah. Et pour ça, donc, c'est important de bien définir chaque Mishnah. Donc, de quoi parle cette Mishnah? Écoutez, a priori, on a donc la première partie de la Mishnah, qu'on a vu donc à propos de donner donc un travail au blanchisseur. On a donc l'impression que cette Mishnah, qui continue l'histoire du blanchisseur, eh bien, vous voyez, continue sur la Mishnah qu'on a lue hier, puisque de la Mishnachet, je vous rappelle, on a vu également la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on a le droit de donner ou pas, avant Shabbat, à un blanchisseur non juif des habits? Donc là, la Mishnah continue en nous rapportant un témoignage que je vais expliquer dans 2 minutes. Donc, la première partie de la Mishnah continue la question de la blanchisserie. La deuxième partie de la Mishnah, Veshavim elu va elu, eh bien, a priori, n'ont aucun lien avec la blanchisserie, puisqu'on nous parle là-bas donc du travail au pressoir d'olive et au pressoir de raisin. Donc, on se demande pourquoi la Mishnah ramène ça à ce moment-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'idée, ça ne se rapporte pas à la Mishnah précédente, puisque celle-ci parlait donc comme on l'a dit, de tanneur et de blanchisserie, mais ça se ramène plus, vous voyez, au Mishnayot d'avant, qui nous parlait de Shvitat Kelim. D'accord? Y a-t-il donc une question de Shvitat Kelim? Et on a ici un rajout dans la Mishnah concernant les avis du Bet Shammai et Bet Hillel sur quelque chose qui est lié à Shvitat Kelim, mais un peu différemment. Alors reprenons notre Mishnah et essayons un petit peu de faire de l'ordre. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Rashbag nous disait Rabban Shimon ben Gamliel, qu'on voit également souvent sous le nom de Rashbag, puisque ce sont les Rachetevot, les acrostiches, donne un témoignage. Puisque la Mishnah d'avant nous dit que on peut donner, selon Bet Shammai, un habit, Bet Shammai nous disait on ne peut pas donner des habits à un blanchisseur non juif juste avant Shabbat. Il faut qu'il ait le temps de les faire, de les laver. Alors que Bet Hillel, eux, permettaient. Eh bien, vient Rabban Shimon ben Gamliel et nous dit attention, attention, j'ai quand même quelque chose à rajouter. C'est vrai, chez moi, chez mon père, Rabban Gamliel, eh bien, on faisait attention également, encore plus que ce que dit Bet Shammai, que lorsqu'il y avait des habits à donner à un blanchisseur non juif et que ces habits étaient de couleur blanche, eh bien, on les donnait 3 jours avant Shabbat. Pas uniquement, comme Shammai le demandait,
avant Shabbat, de façon à ce que peut-être qu'il puisse être lavé jusqu'avant Shabbat. Non, on lui donnait 3 jours avant Shabbat. Et donc, quelque part, le témoignage qu'on nous donne ici, c'est que la maison de Rabban Gamliel, est encore plus, je dirais, stricte et rigoureuse sur cette question. Essayons de comprendre un petit peu pourquoi. Et d'abord, c'est qui cette famille? Rabban Shimon ben Gamliel, donc le fils de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel était ce qu'on appelle le Nassi, c'est-à-dire le président, le chef de la génération, si vous voulez. C'était également un rôle représentatif face aux autorités locales. C'est celui qui était, en gros, l'interface entre la communauté juive, si vous voulez, et les autorités gréco-romaines. Alors, Rabban Gamliel, lui, était Nassi Bedor Yavne, dans la génération de Yavne. Je vous rappelle qu'à la suite de la destruction du second temple, en l'an 70 après JC, eh bien, Rabbi Yochanan ben Zakkai a demandé une faveur d'installer la maison d'études à Yavne. Et donc, Rabban Gamliel était le Nassi Bedor Yavne, dans la génération de Yavne. On sait de Rabban Gamliel que lui était de la famille de Hillel. Et donc, c'est déjà assez étonnant de voir que dans notre cas-là, Rabban Gamliel, qui est de la famille de Hillel, eh bien, va adopter un avis encore plus rigoureux que celui de Beth Shammai. Non seulement cela, mais je vous rappelle que la halacha, dans cette discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, eh bien, la halacha est comme Beth Hillel. Donc, comment se fait-il que le Nassi, Rabban Gamliel, eh bien, se permette d'agir contre l'avis de Beth Hillel, qui est donc la halacha acceptée en ces temps-là? Donc, on a ici, vous voyez, une petite question. Rabban Gamliel, peut-être, selon un des chercheurs, Goldberg, eh bien, aurait voulu certaines fois adopter l'avis de Hillel, c'est vrai, mais il était plus rigoureux. Il acceptait l'avis de Hillel, mais en gros, il était plus rigoureux, il avait une certaine rigueur. Peut-être que dans cette question du blanchisseur concernant les habits blancs, qui demandaient plus de travail, eh bien, ce qu'il voulait, ce n'était pas lié à la question de savoir est-ce qu'un non-juif peut faire un travail pour lui pendant Shabbat, ou est-ce qu'il y aura un doute que ce travail soit fait pendant Shabbat, mais il donnait ses habits 3 jours avant Shabbat, tout simplement pour le kvod à Shabbat, parce qu'il voulait recevoir ses habits blancs avant Shabbat. C'est-à-dire en fait que la question qui est posée par la Mishnah n'est plus une question de Messira les Goy, c'est-à-dire de donner un travail à un non-juif, mais une question de kvod à Shabbat, d'honneur du Shabbat. Ce n'est pas tellement évident que cela rentre dans notre contexte, puisque les Mishnayot, pour l'instant qu'on est en train d'étudier, eh bien justement parlent de la question de Messira l'Enochri, un travail qu'on donne et qu'on confère donc qu'on confie à un non-juif. Rabban Shimon ben Gamliel, quant à lui, son fils, donc, eh bien, était également quelqu'un de très important, puisque le père Rabban Gamliel était un homme important, il était considéré comme étant le Rosh les Chachmedoro, c'est-à-dire un des plus grands ou un des leaders des sages de sa génération. Il était considéré, comme on l'a dit, comme quelqu'un de rigoriste, très rigoureux. Il était également riche, et c'est la raison pour laquelle vous verrez que dans la Mishnah, très souvent, les auteurs de la Mishnah aiment à ramener des histoires concernant Rabban Gamliel, où certaines sont ramenées également par un de ses grands élèves, Rabbi Elazar ben Sadok. En tout cas, le fils de Rabban Gamliel, qui parle dans la Mishnah, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Lui donc était également quelqu'un de très important, et il était Nassi, donc lui, chef de la génération, représentant, non pas dans la génération de Yavne, mais dans la génération d'après, donc qu'on appelle Ousha. Vous savez que Ousha était une ville qui se situe en basse Galilée, Galilée Tarton, entre aujourd'hui, si on veut aujourd'hui la situer, entre Kiryat Atta et Shfaram, et c'est une ville dans laquelle le Sanhedrin est allé s'installer, donc dans les années 140-150 à peu près, donc on est au IIe siècle, et donc c'est là-bas que Rabban Shimon Gamliel, lui, était donc à Ousha. On sait très bien de la littérature talmudique qu'il y a eu pas mal de décrets, de takanot qui ont été également institués à Ousha. Donc pour faire un peu d'ordre, vous voyez, première partie de la Mishnah nous ramène donc un témoignage qui va être plus marmire que la maison de Rabban Gamliel était plus marmire, plus rigoureuse que l'optique de Beth Shammai, d'accord? Alors que eux sont soumis évidemment à la halacha de Beth Hillel et sont de la famille de Beth Hillel. Donc la réponse qu'on peut donner, c'est sans doute que Rabban Gamliel, même si lui acceptait les avis de Beth Shammai, de Beth Hillel, pardon, eh bien avait une optique plus rigoureuse pour lui-même. Fin de la première partie de la Mishnah.
Commençons donc la deuxième partie. Veshavim, Elou va Elou. Mais, nous ramène la Mishnah, Rabban Bet Shammai et Bet Hillel, dont on parlait auparavant, et qui était donc en controverse, à savoir, y a-t-il Shvitat Kelim ou pas, pendant Shabbat, c'est-à-dire est-ce qu'on peut pendant Shabbat commencer un travail, nos ustensiles commenceront un travail, et il se fera automatiquement tout seul pendant Shabbat. Et donc, la question qu'on avait posée, je vous rappelle, donc, quelques Mishnayot auparavant, c'était la question de savoir est-ce qu'on pouvait, avant Shabbat ou pas, poser des graines de lin, enfin des lins, du lin dans un four afin que la couleur y prenne, ou alors mettre de la laine également, vous voyez, faire des teintures. Et la question était est-ce qu'on peut également poser des pièges avant Shabbat? Vous voyez, donc la question de Shvitat Kelim, quel est le statut de mes objets qui vont continuer à travailler pour moi pendant Shabbat, bien que je ne vais pas y poser une main active, mais j'ai tout mis en place pour qu'avant Shabbat, eh bien, tout se fasse automatiquement. On avait vu qu'on avait donc une discussion entre Bet Shammai sur ce point-là, vous voyez, qui lui considérait qu'il y avait Shvitat Kelim, on ne pouvait pas le faire, à moins que la chose se faisait donc avant Shabbat, et Bet Hillel qui lui permettait. Donc, en quoi est-ce que notre ajout dans la Mishnah ici va dire quelque chose de plus? Alors, le sujet est le suivant. On nous parle ici de deux choses différentes. On nous parle ici de ce qu'on appelle Korot Bet Habad, d'accord, Korot Bet Habad et Igoulé Agat. Alors, on est dans un contexte là de pressoir. On nous parle donc du pressoir de l'olive et du pressoir du raisin. Alors, Korot Bet Habad, le nom comment dire, une usine, si vous voulez, un lieu où on pressait les olives, s'appelait Bet Habad, la maison du Bad. Bad, ça veut dire être, ça veut dire du bois, parce que il y avait une façon de presser les olives, donc à l'époque ancienne, qui était la suivante, vous voyez, ça c'est un Bet Habad, vous voyez l'image, et donc il y avait une sorte de grande kora, c'est-à-dire une grande poutre, et cette poutre eh bien, a été positionnée, et alors certaines fois on l'a tournée, des fois on l'a montée, on l'a descendée, et en tout cas ça faisait une pression, vous voyez ici, sur les olives, afin justement d'en sortir donc l'huile. Donc ça c'est pour ça qu'on appelle ça Bet Habad, vous voyez, l'outil, si vous voulez, l'endroit où il y a le lieu donc, mais le lieu c'est ça, hein, c'est donc l'endroit donc on a la poutre. Et donc, ça c'est pour la poutre, ça c'est pour le betabat, pour le pressoir des olives. Et pour le pressoir des raisins, ça s'appelle igoulé agat, parce que c'était également des sortes de grosses pierres comme ça, rondes, où qu'on positionnait, et donc on mettait donc une pression sur les raisins, et ensuite sortait le jus de raisin. Donc on est dans la question de savoir, est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat de poser donc Toranim, c'est-à-dire de poser déjà tout ce qu'il faut en place pour Shabbat, les poutres donc du pressoir d'olive et du pressoir de raisin, afin que la pression, afin que l'huile d'olive et le raisin, le jus de raisin, ou le vin si vous voulez, eh bien s'écoule tout seul pendant Shabbat. A priori, on aurait ici une question classique de Fitat Kelim. On aurait pu dire que, eh bien, Bet Shammai interdit, alors que Bet Hillel permet, puisque c'est de ça qu'on avait vu auparavant. Or, la Mishnah nous dit que dans ce cas-là, exceptionnellement, eh bien, les deux sont d'accord. Veshavin, Elou va Elou, Bet Shammai et Bet Hillel, les deux sont d'accord, justement, que cette action-là, ces deux actions-là sont permises. Et donc, ce qui nous interpelle, c'est savoir pourquoi est-ce que c'est permis. Alors, essayons de voir pourquoi c'est permis. Tout d'abord, il faut bien savoir que euh, la façon dont on faisait ces travaux-là, eh bien, c'est qu'avant Shabbat, on positionnait déjà les poutres. Évidemment, les raisins avaient déjà été écrasés, et les olives également, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs travaux pour préparer l'huile d'olive ou le jus de raisin. Eh bien, on avait déjà écrasé auparavant ce qu'il fallait écraser. Il y avait déjà eu le travail de trinage, je dirais. On avait déjà fait ce travail-là. Mais y a-t-il donc ici un problème qui sera un problème donc que certains avaient identifié comme Melechet Dash, d'accord? Un problème donc qui serait le travail de Dash, c'est un travail interdit, qui est celui de séparer dans un aliment, eh bien, deux éléments qui vont permettre l'aliment. Par exemple, lorsque je prends un grain de blé, eh bien, j'enlève comment dire, ce qui entoure le grain, et alors à ce moment-là, donc, il y a ici donc une possibilité de consommer le blé. Donc c'est un travail de séparation dans la question des olives et des raisins. Il pourrait y avoir un problème de d'âge, donc de séparer, parce qu'en faisant donc
la pression, et bien à ce moment-là, on sépare le liquide du fruit lui-même, ce qui permet donc de créer donc une nouvelle nourriture qui va s'appeler donc le jus de raisin ou alors l'huile d'olive. Donc on peut avoir ici un problème de dash, et pourtant donc Beth Shammai et Beth Hillel considèrent qu'il n'y en a pas. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je vais le dire rapidement, parce qu'en vérité, eh bien, regardez ce que dit ici le Barthénora, c'est que en vérité, dès lors qu'on mettait, donc qu'on posait les planches, donc les poutres, eh bien, tant pour l'olive, d'accord, que pour le raisin, eh bien, après avoir donc déjà faire la trina, donc écraser les olives, eh bien, Toanim alem korod gvedim, on pose donc des poutres lourdes, vers mashke zav, veoler me'elav kol Shabbat, et le mashke, c'est-à-dire le jus, donc l'huile, eh bien, va couler tout seul déjà par lui-même pendant Shabbat. Ça, c'est pour l'olive. Pour le raisin, eh bien, c'est un peu la même chose également, parce que après avoir donc écrasé les raisins, eh bien, ubelav koranami, mashken afik mimeila, parce que même si on n'avait pas mis la kora, la poutre, eh bien, dans tous les cas, après avoir déjà écrasé les raisins, et piétiné les raisins, eh bien, le jus de raisin va sortir déjà de lui-même. Et là, des lonafik shapir qui acheta. Mais évidemment, il ne sortira pas aussi bien que lorsqu'on mettra un pressoir. Mais en fait, l'idée qui est ramenée, c'est que, vous voyez, dans ces deux cas-là, eh bien, le mashké, c'est-à-dire le liquide, d'un côté de l'huile d'olive ou alors le jus de raisin, eh bien, est déjà en train de couler. Donc, il y a déjà un travail qui se fait tout seul, sans même que l'homme ait besoin de faire quelque chose. Et donc, en posant le pressoir, eh bien, on ne fait, je dirais, peut-être que accélérer ou maintenir cette action-là. En tout cas, avant Shabbat de faire une telle chose, selon Beth Shammai et selon Beth Hillel, eh bien, ces deux actions sont permises. Voilà. Donc, on a étudié ces deux questions qui sont vraiment intéressantes et on a quelque part un peu bouclé la question, je crois, de Shvitat Kelim. Bien qu'on continuera également après d'autres questions dans les Mishnayot d'après qui vont nous parler donc également d'autres considérations qui pourraient être proches de Shvitat Kelim, mais on verra quelles en sont les différences. Messieurs, dames, je vous souhaite une excellente journée.